Sonoriser les citoyens à l'écoute. Les espaces urbains regorgent de bruit. Les moteurs de voitures, les rires et cris des enfants, les conversations entre voisins, mais aussi le chant des oiseaux dans un parc ou encore le bruit de l'eau d'une fontaine. En 2021, des chercheurs de l'université Gustave Eiffel ont entrepris de cartographier ces différents environnements sonores. Pour ce faire, ils ont décidé de s'associer avec les habitants de la commune de Rezé, située dans la métropole nantaise, qui les ont aidés à réaliser un diagnostic sonore participatif. Et c'est ainsi qu'est née l'initiative Sonorezé. Sensibilisés à la question du bruit, les habitants ont souhaité aller au-delà de ce diagnostic initial en définissant des actions concrètes visant à améliorer leur environnement sonore. Pour découvrir cette démarche, je rencontre Arnaud Camp, chercheur en acoustique environnementale à l'université Gustave Eiffel. Il me raconte la genèse de ce projet, la méthodologie mise en place et m'explique l'importance de sensibiliser les citoyens à la question du bruit en ville. Je suis Camille Tabar, urbaniste à Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Arnaud Camp, bonjour. Bonjour. Arnaud, vous êtes chercheur en acoustique environnementale à l'université Gustave Eiffel à Nantes. Et vous avez participé au projet Sonorezé, qui est un projet de diagnostic citoyen des environnements sonores de la ville de Rezé, si je ne me trompe pas. C'est ça. Avant de nous expliquer en quoi consiste ce projet, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs et auditrices c'est quoi la ville de Rezé, enfin, où est-ce que ça se situe, c'est quoi son contexte territorial? La ville de Rezé, est donc dans la métropole de Nantes, en première couronne, à peu près 45 000 habitants. Et je peux vous en parler sous l'angle des environnements sonores, parce que c'est ce qui nous intéresse. On a une ville qui a 5-6 kilomètres de l'aéroport Nantes-Atlantique, donc avec beaucoup de bruit d'avion. Également beaucoup de bruit routier, parce qu'on a des flux traversant matin et soir. Et tramway, mais également beaucoup de parcs. Des gens apprécient ça. Donc voilà, on a une variété d'environnements sonores très grande à Rezé. Ok, donc c'est à la fois urbain. Ouais, c'est de l'urbain. Et donc il y a à la fois des gens qui habitent et à la fois des activités économiques. C'est ça. Et des flux traversants aussi beaucoup. D'accord. Est-ce que du coup vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi ce projet Sonorezé Alors c'est un projet de recherche participative qui s'est fait en 2 volets. Il y avait un premier volet qui avait été financé à titre exploratoire par notre université en 2021-2022. Et là, la suite est financée par l'Agence nationale de la recherche dans un programme de recherche sciences avec et pour la société. Donc avec l'idée que les chercheurs se rapprochent des collectivités et des habitants. Et on a on a co-construit un projet avec la ville de Rezé, avec nous, l'Université Gustave Eiffel, et avec également des chercheurs du laboratoire ESO à Angers, à Eurocampus, et l'idée d'associer les habitants. Donc on parle de projet tripartite, habitants, collectivités et chercheurs, pour faire d'abord des diagnostics des environnements sonores. Donc ça, c'était le premier volet de Sonorezé, il y a
3 ans. Et donc les habitants, avec l'aide d'une application smartphone qui était développée dans notre laboratoire, Noise Capture, faisaient des mesures. Et l'idée du premier projet, c'était de se dire, est-ce qu'on est capable de faire un diagnostic des environnements sonores à l'échelle d'une ville, comme Rezé, simplement à partir de mesures réalisées par les habitants. Et ça s'est bien passé. Et avec seulement à la fin du projet, une frustration exprimée par les habitants qui était de dire, on a fait un diagnostic, est-ce que nos environnements sonores vont changer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? Et c'est ce qui nous a amené à Sonore Rosé 2, l'idée de co-construire des actions avec les habitants, de se dire, travaillons ensemble sur un thème et puis voyons ce qu'on peut faire ensemble. D'accord. Et donc, pourquoi avoir choisi Rezé spécifiquement? Enfin, ça s'est fait... Le premier point, c'est la proximité géographique. Ok. Nous, on est basé à Bougnay. Alors, pour les locaux, c'est à 7-8 km de Rezé. Il y a la variété des environnements sonores qui est intéressante. Donc, quand il s'agit de faire un diagnostic, nous, il y avait un grand intérêt. Le fait que la ville soit en ce moment gouvernée, je ne sais pas si c'est le bon terme, par Rezé Citoyenne, leur mouvement politique. Donc, eux, ils étaient enclins, plus que d'autres, à vouloir associer les habitants. D'accord. Et donc, la méthodologie que vous avez mis en place pour réaliser ce projet, c'est donc via une application, c'est ça? Mais du coup, vous avez formé les citoyens volontaires? En fait, l'application, elle existe, Noise Capture, depuis 7-8 ans. Et donc, elle s'est déployée beaucoup. Il y a je ne vais pas dire de bêtises, 300 000 utilisateurs, je crois, dans le monde, de personnes qui ont déjà fait des mesures. Donc, on a fait déjà des choses pédagogiques autour du fait de la science, voir en quoi le fait de faire des mesures permet de parler autour du bruit. Et ce qu'on voulait voir dans ce premier projet, c'était qu'est-ce qui se passe si à l'échelle d'une collectivité, à l'échelle d'une ville, comme ça, le simple fait de communiquer sur le fait qu'il y a une expérience qui est en place, quels habitants vont venir, est-ce qu'on est capable de cartographier le bruit dans la ville comme ça. Et voilà, c'était vraiment ce premier objectif. Et nous, en parallèle, on regardait est-ce que l'application de mesure du bruit peut servir d'outil de médiation. Est-ce que les habitants vont monter en compétence sur les questions du bruit, vont se servir de ça. Et effectivement, on s'est rendu compte assez vite, parce qu'il y avait des groupes de discussion en parallèle, que les habitants se mettaient à parler en décibels, se rendaient compte que un parc n'était pas forcément beaucoup plus silencieux qu'une rue ou qu'un périphérique, qu'on était un peu loin du périphérique. Et pour autant, 60 décibels d'un parc avec des bruits d'oiseaux, c'est agréable, alors que 60 décibels d'un périphérique, ça ne l'est pas. Donc voilà, prendre conscience de tout ça et parler avec leurs élus forts de cette prise de conscience. Ok, et mais du coup, l'application, si j'ai bien compris, n'importe qui peut l'utiliser, elle est en libre accès. Elle est en libre accès. Là, une partie des financements du projet NL, c'est pour la développer sur iPhone, parce que pour l'instant, elle est disponible que sur Android. Okay. Alors nous, on a prêté quelques smartphones Android à ceux qui voulaient participer et qui n'en avaient pas. Elle est téléchargeable gratuitement. Les personnes qui font des mesures, à la fin de leur mesure, donc ce qu'on appelle une mesure, ça peut être 30 secondes, 5 minutes, voilà. On dit juste aux gens de pas faire de bruit en même temps qu'ils font la mesure pour pas polluer la mesure. Et une fois que cette mesure est envoyée, elle est stockée sur un serveur et elle est traitée en direct, et tous les quarts d'heure, une carte de bruit à l'échelle du monde, finalement, est mise à jour. Donc, on s'intéresse seulement dans ce cadre-là à la ville de Rezé, Mais donc, du coup, on a accès par l'application à cette carte On a accès par l'application ou bien sur Internet, on peut consulter la carte. Et nous, on travaille en données ouvertes. Okay. Tout chercheur ou toute collectivité peut également aller télécharger les données pour en faire des traitements. D'accord. Et du coup, quand on fait une prise sonore, ça donne... qu'est-ce que l'application, elle mesure, on va dire, les décibels? Elle mesure les niveaux de bruit. Okay. Elle n'enregistre pas l'audio, évidemment, pour des questions... oui, s'il y a une discussion ou quoi... Des questions de prix... d'intimité, on va dire. Je trouve pas le terme. Il y a la localisation, évidemment. Donc, ce qui est envoyé, c'est une mesure de bruit avec la localisation. Et à la fin de la mesure, la personne peut renseigner les sources sonores entendues, ce qui nous a permis de dresser des cartes de
où est-ce que les bruits naturels étaient entendus, où est-ce que le bruit de trafic, les bruits d'avion, tramway. Le tramway, c'est significatif parce qu'on voit que ça suit la ligne de tram. Voilà. Où est-ce que ces sources sonores sont entendues? Puis on peut aussi renseigner le caractère agréable ou désagréable de l'environnement. Ok, il y a aussi une partie subjective, Ouais. du coup. Ah, c'est super intéressant ça. Mm. Et est-ce que, donc du coup, vous avez dit que les citoyens avaient pris conscience de leur environnement. Est-ce qu'ils se sont rendus compte, par exemple, dans la temporalité, est-ce qu'il y a des saisons plus bruyantes que d'autres ou bon, des moments de la journée, j'imagine, puisque Ouais, la prise de mesure, en fait, dans la prise de conscience, et on parle du premier volet, hein, qui a un peu plus de 2 ans, les groupes de discussion, ce qui ressortait, des personnes nous ont dit, par exemple, moi j'avais un gros focus sur le bruit des avions, mais en faisant des mesures, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des sources sonores agréables dans la ville, que effectivement, je notais des bruits d'oiseaux, je notais des bruits d'enfants qui jouent, et ça m'a fait prendre conscience de ça. Il y a à l'inverse d'autres personnes pour qui avaient un gros focus sur le bruit routier, par exemple, qui nous ont dit qu'en faisant des mesures, ça avait à l'obsession. Et celle-là, s'en excuse. Donc il y avait vraiment ces 2 choses-là. Et après, il y a aussi mais c'est plutôt les groupes de discussion qui ont fait émerger le fait que une source sonore pouvait être plaisante pour une personne et déplaisante pour l'autre. oui. Mais à côté de ça, il y a quand même parce que de l'ordre de la gêne, il y a un consensus sur le bruit routier, sur le bruit des avions, enfin les sources sonores gênantes. Et là, on va sur du sanitaire, hein. Évidemment, il y a plus de subjectivité, en fait. Oui, quand c'est trop fort et que du coup ça nuit. Et donc vous avez dit au début que c'était un échange tripartite, donc il y avait à la fois les habitants, à la fois les chercheurs et les élus, enfin la collectivité. Comment est-ce que la collectivité, elle s'est intégrée à ce projet? C'est-à-dire ils vous ont juste mis en lien avec les habitants ou ils avaient un rôle Non. Pour les groupes de discussion, en fait, il y avait déjà sur le premier volet assez vite la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire, et les élus étaient là pour dire qu'est-ce qu'on peut faire parce que tout n'est pas du ressort de la ville. Oui. C'est une ville dans une métropole. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de jeux d'acteurs. Puis après, quand on s'est intéressé, on va venir dans Sonore 2 au bruit des avions. La question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, collectivement. Donc, la première tâche a été de définir qu'est-ce qu'on est capable d'accompagner. Donc, sur le bruit des avions, nous, chercheurs, il y a des choses qu'on est capable d'accompagner, d'autres pas. Les habitants, il y a des choses qu'ils avaient envie de montrer. Les élus, il y avait des choses, ils ont leur conviction politique, des choses qu'ils ont envie de mettre en avant, d'autres qui peuvent... il n'y aurait pas eu de consensus avec les habitants. Donc, voilà. Et toutes ces discussions, c'est là que ça devient très riche. Et c'est là que ça trouve son intérêt, quoi. Oui, mais du coup, ça doit aussi changer votre posture. Enfin, pas changer, mais vous, en tant que chercheur, ça doit être assez différent parce que l'étude de base, c'était un diagnostic. Donc, ça ne menait pas forcément à une action concrète, en tout cas de la part de la ville. Non. Et du coup, comment vous vous y retrouvez dans ce dialogue parce que vous avez quand même votre neutralité, j'imagine. Ah oui, c'était... Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que nous, on participe à un processus, mais qu'on observe aussi. Oui. Alors, il faut savoir que dans le deuxième volet, il y a un tiers veilleur. C'est quelque chose qui était imposé par le financeur, par l'ANR. C'est que ces projets de sciences avec et pour la société doivent être accompagnés d'un tiers veilleur qui est là pour veiller à ce que, là, nous, en l'occurrence, on a 3 parties, que le centre de gravité soit bien au centre, et qu'il n'y ait pas une partie flouée par les 2 autres. Et donc ça, c'est déjà ça pose un cadre, en fait. Et ça fait que ça légitime ce qui est fait. Et pour nous, pour notre accompagnement, on a été très clair sur le fait que, en fait, la manière de fonctionner sur cette... là, on était vraiment dans la recherche-action sur le deuxième volet, et on est encore sur la recherche-action. C'est de mettre en place les conditions pour que des choses puissent émerger. Donc là, c'est des ateliers de discussion. Quand on fait émerger des préoccupations d'habitants. Et après, il y a un travail d'accompagnement du chercheur qui pourrait être à terme, parce que l'idée, c'est de pouvoir pérenniser ce type de choses sans chercheur, parce que pour proposer quelque chose de durable dans le temps. Donc nous, les habitants faisaient émerger des préoccupations. Et c'est l'analyse de données que nous, on pouvait faire. Je donne un exemple. Les habitants nous disent il y a plus de bruit d'avion le matin à 6h que sur les autres tranches horaires. Très clairement.
Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de l'ordre du ressenti? Ok. Donc, on a demandé à avoir accès aux données d'observatoire du bruit que la DDTM, la direction départementale, non, direction du territoire de la mer, départementale territoire de la mer, nous a donné accès à ces données. Donc voilà, on va s'en remercier. Et l'analyse de données, elle montre effectivement clairement qu'il y a plus de bruit à 6 heures que sur les autres tranches horaires. Et ça, les habitants, quand ils voient ça, déjà, ça conforte un ressenti. Et les élus, ça leur donne aussi, parce que eux, ils ont des propositions à faire et des choses à porter auprès des instances de l'aéroport. On a des habitants qui nous disent ça. On a des analyses de données qui nous confortent là-dedans. Donc, ça leur donne un poids quand ils vont aller présenter des choses et des propositions. Ok. Et donc, du coup, si je comprends bien, donc la première partie sonorisée, c'était vraiment la partie diagnostic, où j'imagine que les livrables, du coup, c'était les cartes de bruit, une analyse poussée, etc. Ouais. Et donc, la partie 2, c'est la recherche-action, où le but, c'est que du coup, ça puisse se transformer en action pour mettre en valeur certains environnements sonores et peut-être réduire certains bruits dérangeants. Et du coup, vous avez développé des nouveaux outils ou Là, nous, on a ce qui était un peu de l'ordre de la découverte pour nous, c'est qu'on n'est pas chercheur. Je suis chercheur en acoustique environnementale sans avoir une spécialisation sur le bruit aérien. Oui. Dans le dossier de l'aéroport, par exemple, les gens qui font des cartes de bruit, les gens de l'aviation civile sont bien plus connaisseurs que nous en bruit aérien. Parce que Sonoriser 2, c'est focalisé du coup sur la question du bruit aérien. Oui, c'est un projet qui dure sur 2 ans. Et le bruit aérien nous emmenait bien plus loin que ce qu'on imaginait. Donc, du coup, on est resté peut-être 10 mois dessus avec un rendu auprès d'habitants et justement de tous ces acteurs du dossier de l'aéroport qui s'est fait 17 septembre. Donc, il y a un peu plus de 2 semaines. Et qu'est-ce qu'on disait? Les outils, du coup, mis en place. Les outils, c'est ça. On a fait chemin faisant, en fait. Les habitants, on a vu qu'il y aurait un intérêt à analyser des données de bruit. Donc, on a fait des mesures avec l'application de smartphone, mais il s'avère que pour le bruit des avions, c'est pas le plus adapté. Donc, on est allé vers l'observatoire, donc notamment un point de mesure qui est dans Rezé, et vraiment analyser les données. On a fait, on a vu la découverte sur le bruit des avions, c'est que l'expertise des habitants, elle est vraiment très très grande. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à mettre en avant. Et notamment, là, par exemple, il y avait un habitant qui collectait via FlightAware, un radar. C'est une collectivité, un collectif qui permet de collecter les trajectoires des avions. Ouais, okay. Donc on a eu accès à toutes les trajectoires des avions. Et donc, croiser l'analyse des trajectoires des avions, l'analyse des données de bruit. Et typiquement aussi, les habitants disent on se reconnaît pas dans les chiffres de gêne. Il est persuadé qu'il y a beaucoup plus de gens gênés que les chiffres qu'on nous donne. Ok. Bon, on va refaire le calcul. Donc on a refait les calculs et on s'est rendu compte qu'effectivement, par le fait qu'il y a des seuils de bruit qui sont pris un peu élevés dans les calculs réglementaires, parce que en fait, dans ces calculs-là, il faut savoir que ça s'appuie sur des courbes de gêne qui disent à tel niveau sonore, il y a X% de gens qui vont être gênés. Et ces courbes-là ont été réévaluées à la hausse par l'Organisation mondiale de la santé en 2018. Et c'est pas encore été pris en compte dans les calculs réglementaires. Et donc, effectivement, en abaissant les seuils aux seuils qui sont recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, on a montré que c'est pas 150 personnes gênées sur le territoire, c'est plutôt 5000. Ah oui. Et là, les habitants, évidemment, ça parle aux habitants, ça parle aux élus. Et nous, en tant que chercheurs, c'est un simple accompagnement là qu'on fait, en fait, de refaire des calculs, de voir par rapport à la littérature. Et après, il y a des recommandations qu'on fait en tant que chercheur et que montre un projet comme ça, qui associe des habitants et des élus. C'est des recommandations plutôt générales. La littérature sur le bruit des avions, et notre travail le montre aussi, elle montre que la première chose à faire, si vous voulez baisser la gêne, c'est d'associer les habitants, de les écouter, de leur expliquer les choses. Sur les trajectoires des avions, par exemple, il y a des tas de choses. Il suffirait d'expliquer aux gens pourquoi ils volent plutôt vers l'est que vers l'ouest, je sais pas trop. C'est des choses qui sont faciles à comprendre, qui peuvent apaiser. Donc, cette discussion-là, c'est des choses à mettre en avant. L'ouverture des données. Tout le monde parle d'ouverture des données, mais
c'est évident qu'un observatoire du bruit où on peut consulter facilement, télécharger les données, ça fait avancer les choses. Ça, c'est des recommandations générales, quoi. Du coup, parce que donc, dans les données ouvertes, donc, c'est la manière dont vous travaillez, vous avez que des données ouvertes. Vous avez combien déjà de volontaires sur le territoire à vouloir... Alors, sur le premier volet sonorisé, on avait vraiment axé sur le diagnostic. Il y avait un peu moins de 150 personnes, je crois, qui avaient fait des mesures. Ok. Et là, actuellement, au total, on est à 350, je crois. Alors, bien sûr, dès qu'une personne a fait une mesure sur rosée, elle est comptabilisée dans ces 300. Mais si on compte les personnes qui ont fait au moins 1 heure de mesure, on doit être à 60 ou 80. Ok, ouais, donc c'est plutôt un petit noyau, en tout cas, hein, sur les mesures, c'est un petit noyau. Et pour les groupes de discussion, le noyau est plus petit encore. On a dû toucher peut-être, sont venus au moins un atelier, peut-être 40-50 personnes. Ok. Et le noyau dur qui a travaillé sur le bruit des avions, c'est peut-être 20 personnes. Ah oui, donc en fait, ça, même si ça implique les habitants et qui sont très demandeurs, c'est quand même pas forcément évident d'arriver à... c'est des questions de disponibilité. Ok. Et ce qu'on a analysé, nous aussi, c'est... on n'a pas fini cette analyse, c'est de voir qu'est-ce qui fait que les personnes s'impliquent, qu'est-ce qui fait que certaines nous disent je vais arrêter de venir parce que j'ai l'impression que ça donnera pas de résultats directs et moi je veux voir des résultats directs. Ou alors au contraire, d'autres qui nous ont dit moi j'étais venu par curiosité, mais là je trouve que ça prend un côté un peu militant et je me connais moins là-dedans, etc. Ok, donc vous analysez entre guillemets le profil des gens qui viennent. On n'a pas fait d'analyse poussée de ça. Okay. Et on a commencé un travail sur ce qu'on a appelé l'encapacitation. C'est qu'est-ce qui fait que les personnes se saisissent de la question et chercheuses de danger, notamment, travaillent dessus. Il y a eu 23 ou 24 entretiens longs faits par nos collègues d'Angers. Ah, ça c'est intéressant. Et le fait, par exemple, je suis en train de penser, le fait que ce soit sur une application, est-ce que ça a pas, je pense notamment aux personnes âgées qui ont peut-être pas osé... il y avait plusieurs profils. Il y a le profil de certaines personnes qui font des mesures mais qui sont pas intéressées spécialement par les groupes de discussion. Ouais. Il y a des personnes qui sont dit moi je suis désolé, je pourrais pas faire de mesures, mais qui sont venues à plein de groupes de discussion. Okay. C'est assez varié. Après l'application, dans le projet, la version de Sonorisé 2, il y a eu aussi tout un travail fait par Modal Petit, par Natalia Scarotine, d'aller dans les écoles, par exemple. Il y a eu un travail qui a été fait de sensibilisation dans les écoles. On voulait aussi se rapprocher, justement, pour parler de personnes âgées. Ça peut être un outil de médiation aussi dans les maisons de retraite. On n'a pas eu le temps de faire tout ce travail, mais c'est des choses qui peuvent être faites. Oui, c'est pas une barrière en soi que ce soit sur une application et qu'il y ait des personnes qui se sentent moins... Non, certaines nous ont dit moi j'ai un iPhone, je peux pas... Ouais, c'est un autre problème. Mais ok, ça c'est super intéressant. Et est-ce que vous avez l'impression que... le fait donc c'est ce que vous disiez, que c'est un outil de sensibilisation et que vous avez pu toucher un peu différents publics. Est-ce que vous avez l'impression que ça a facilité un peu le dialogue quand même entre différents acteurs, par exemple, l'aéroport ou des acteurs de l'aviation avec des habitants C'est ça qui nous a un peu surpris, je pensais pas, en termes d'ampleur sur l'action sonorisée. C'est dès lors qu'on s'est déjà sonorisé, on a vu que c'était une démarche qui amenait de la curiosité. On était beaucoup regardés, même avant de s'intéresser à cette action. Et dès qu'on s'est intéressé au thème du bruit aérien, on a vu qu'il y avait un écho, qu'il y avait quelque chose qu'on était attendu en quelque sorte. Et ça, c'est très riche en fait. Nous, on se lance dans un projet de recherche-action, on est très content si ça donne des suites. Et là, il y en a des suites. En fait, on voit que mais ne serait-ce que sur ce séminaire de rendu, il y avait beaucoup de maires, de collectivités voisines, des gens de la métropole, observatoire régional de santé, département, etc. Il y avait là des thèmes, il y avait aussi des concessionnaires de l'aéroport qui étaient là. Donc, on voit que ça
la DGAC également. Enfin, on sent qu'il y a eu vraiment une attente et de se dire, une partie de ces gens-là veulent construire sur le Rosé, se dire, effectivement, faut que notre observatoire, les données soient plus visibles, faut que les habitants soient davantage écoutés et insérés dans certaines de ces instances. Mais comment le faire? Nous, on a des choses aussi à dire là-dessus, parce qu'on a vu comment l'idée de ce type de projet, c'est en fait, tout le monde veut associer les habitants, mais comment est-ce que ça peut être fait? Quels sont les protocoles? Voilà, il y a un modèle à construire. Et dans le deuxième volet du projet, là, Sonore 2, on a aussi cette ambition-là, de se dire, on va faire une grille d'analyse de ce qu'on a fait. Ok. Pour la proposer, parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui veulent faire du sonorosé, du coup. Et comment le faire? Les chercheurs, on peut pas accompagner ça sur 10 ou 20 territoires. Et l'idée, c'est de proposer une sorte de guide, dire demain, je suis maire ou je suis habitant. Ça peut être des collectifs d'habitants aussi qui s'en saisissent d'une collectivité de taille différente, avec un budget plus ou moins conséquent. Comment je fais? Et donc, c'est ça qu'on va essayer de proposer. Vous essayez de créer les conditions pour que ça se... Ouais. Et donc, on parle beaucoup de trafic aérien. Ça a été une grosse partie de Sonorosé 2. Je pense notamment, vous avez dit, il y a aussi beaucoup de flux routiers. Est-ce que, par exemple, des pistes d'action, ça a été aussi de sensibiliser les gens à l'usage de la voiture? Parce que, typiquement, c'est facile de râler sur le périph' qui fait du bruit. Et si soi-même, tous les jours, on prend la voiture pour aller à la boulangerie qui est à 2 kilomètres, c'est un peu... Oui, c'est ce qui est en trafic routier, ils disent je suis pas pris dans un bouchon, je suis le bouchon. Mais encore sur le bruit aérien, il y avait cet effort de sensibilisation. Les habitants me disaient, si une personne qui prend l'avion le matin à 6 heures pour passer un week-end à Porto savait qu'elle réveille 200, 500 ou 1000 personnes, si c'était écrit sur son billet d'avion, oui, ça sensibiliserait. Bon, on n'est pas allé jusque-là. On essaie de faire ces calculs-là, le nombre de personnes relayées. Mais pour le bruit routier, pour tout, enfin, ça ressort beaucoup des discussions des habitants. C'est des personnes qui se sont engagées. Il y a quand même beaucoup avaient une sensibilité à l'écologie. Ok. Ça, c'est quand même très présent. Que ce soit sur le bruit des avions ou sur le reste, je me déplace beaucoup en vélo, je prends pas l'avion, je prends le train, etc. C'est des choses qui ressortaient beaucoup. Sur la gêne au bruit des avions, il y avait certains l'ont exprimé, le fait de se dire, je prenais l'exemple du week-end à Porto, ça rajoute à la gêne. Se dire, il est en train de brûler du kérosène et émettre du CO2 pour passer un week-end à Porto, ça me gêne. Et ça rajoute à la gêne du bruit. Oui. Et donc ça, c'est des choses qui sont faites. Alors effectivement, en sensibilisation sur le bruit routier, oui, ça peut faire partie des actions, de se dire combien de personnes je gêne, évidemment que j'arrête de gêner si je prends mon vélo, etc. D'accord. Donc c'est intéressant, enfin le bruit en fait, parce que c'est vrai que je trouve que le bruit, en tout cas en urbanisme, c'est rarement une porte d'entrée. Enfin, on en parle un peu de la pollution sonore, mais on va plutôt parler de la pollution atmosphérique ou voilà, de l'empreinte carbone, etc. Et en fait, c'est je trouve une autre manière d'appréhender le problème d'appréhender en tout cas c'est une nouvelle porte d'entrée qui est très intéressante parce que... Mais je pense que la question du bruit va vous rattraper. En fait, les dernières études sur l'impact sanitaire et les chiffrages économiques du bruit sont du même ordre que ceux de la pollution atmosphérique. Ok, ah oui. Alors évidemment, là, on parle de santé, on ne meurt pas directement du bruit, mais à l'échelle de l'Europe, c'est 1 500 000 années de vie en bonne santé perdues tous les ans à cause du bruit. Il y a un chiffrage récent, en France, c'est 147 milliards d'euros, je crois, le coût du bruit. Donc en fait, on a des chiffres conséquents qui sont maintenant comparables à ceux de la pollution de l'air. D'accord. Donc avec des notions en plus de qualité de vie qui sont dégradées, etc. Donc je pense que les villes commencent à vouloir s'en saisir. Je trouve ça intéressant. C'est vrai que c'est peut-être très personnel, mais j'avais jamais imaginé... Enfin, je comprends que le bruit sur le moment soit surtout de la gêne, mais j'appréhendais beaucoup le bruit sur le côté instant présent et beaucoup moins sur les années en bonne santé, enfin le long terme en fait. La gêne, les troubles du sommeil sont caractérisés comme des éléments sanitaires. Ok. Donc les années de vie en bonne santé perdues, c'est le résultat de la gêne
des trompes du sommeil, après d'autres troubles cardiaques, etc., mais qui sont plus faibles pour le bruit. Mais la gêne, c'est un poste des années de vie en bonne santé. Ok, donc d'où l'importance de sensibiliser les gens au bruit. Vous avez parlé donc du coup de l'idée de faire un guide sur comment s'emparer soi-même de la démarche, qu'on soit élu ou citoyen. Donc en fait, l'idée, ce serait quand même de répliquer un peu, on va dire, entre guillemets, cette démarche sur d'autres territoires et de la rendre accessible pour tous et toutes. C'est vraiment ça. Là, c'est un travail qu'on est en train de faire avec ça, donc avec notre tiers veilleur, auxiliaire conseil, donc avec les élus de Rezé. Donc, on travaille avec adjoint à l'urbanisme Claire Milieu et l'adjoint à santé Philippe Audubert. Et c'est travailler ensemble sur cette question de savoir quels ont été les points de bascule dans notre projet, qu'est-ce qui a marché, pas marché, c'est les conditions de la réplicabilité. Ok. Après, je sais pas où on arrivera à aller dans la formulation d'un guide, mais. Et vous avez déjà des collectivités qui vous ont fait part de leur envie de faire comme vous Là, typiquement, le 17 septembre, les maires des alentours, on voudrait faire pareil chez nous. Mais après, évidemment, là, c'est un projet de recherche qui a coûté cher à l'échelle d'une collectivité, peut pas mettre ce montant, mais qui a aussi donné des résultats qui dépassent l'intérêt d'une collectivité. Donc, en fait, je sais pas quel serait le modèle économique, combien ça pourrait coûter. C'est des choses qu'on doit regarder. Mais on peut imaginer qu'un bureau d'études se substitue aux chercheurs en acoustique, en urbanisme. Enfin, il y a des choses sans doute à faire sur la conciliation, etc. Ok. Donc, mais l'idée, donc, c'est d'arriver à faire, et je trouve que c'est intéressant de répliquer le projet un peu sur d'autres territoires, parce que je trouve que ce serait dommage une si belle initiative qui sensibilise, puis les habitants, je pense, c'est l'encapacitation dont vous parlez, son moteur en fait, et pas juste on leur donne des données, c'est vraiment. Oui, ils sont pas seulement dans la production de données, ils sont aussi dans la définition des choses à faire, etc. Mais avec ici des élus qui étaient réceptifs à ça, donc ça peut pas être fait sur tous les territoires non plus. Oui. Est-ce que avant de conclure, vous avez une dernière remarque ou une dernière sinon on va finir sur notre question traditionnelle. Je crois qu'on peut finir sur la question traditionnelle. Donc avant de finir notre podcast, on finit toujours sur un conseil lecture de la part de notre invité. Voilà, si vous avez des conseils à nous proposer. Oui, alors j'ai réfléchi à la question. Sur la science participative pour ce projet-là, moi j'ai beaucoup lu la recherche participative comme mode de production des savoirs du collectif Sciences Citoyen, donc qui fait un récapitulatif de ce qui a été fait en France en recherche participative, c'est très riche. Et sur le métier de chercheur aussi, il y a ça c'est assez commun. Je vais citer Bruno Latour. Il a fait une conférence. Il avait une conférence à l'INRA, enfin époque c'est l'INRA. C'est Regard d'un anthropologue sur le métier de chercheur, je crois, qui est vraiment pour notre recherche dans le domaine très intéressant. D'accord. Merci beaucoup pour ce conseil. On mettra les liens dans la description du podcast pour que nos auditeurs ou auditrices puissent y avoir accès. Arnaud Caen, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Et pour nos auditeurs et auditrices, à bientôt.